Le 26 juin, enfin, l'infanterie américaine pénètre dans les faubourgs de Cherbourg. Ce même jour, devant une presse qu'il ne semble guère apprécier, le général von Schlieben, commandant de la garnison, se rend. Si ce colosse sait s'essuyer les pieds devant son vainqueur, le jeune général Collins, l'Allemand s'assoit aussi sur son serment fait à Hitler de préférer la mort à une honteuse reddition. Comble de flétrissure, Schlieben s'est soumis avant même ses hommes, qui le lendemain se rendent à leur tour. Les Américains ne sont pas toujours des tendres, ce qui peut se comprendre. Depuis le jour J, ils ont déjà perdu 22 000 hommes. À voir la moyenne d'âge des prisonniers, vieux ou très jeunes, on constate le délabrement de la Wehrmacht, dont les troupes les plus aguerries sont surtout mobilisées à l'Est pour combattre l'armée rouge. 36 000 prisonniers à Cherbourg, chiffre énorme au regard de ce que peut capter une caméra, sauf qu'elle aussi parfois étonne et frappe. Avec la prise de Cherbourg s'écroule l'une des dernières pièces du mythique mur de l'Atlantique. Même si, contrairement à leurs hommes, une certaine morgue se lit toujours sur le visage des officiers faits prisonniers. Mais peut-être aussi une certaine honte. Après Cherbourg, Hitler procède à une reprise en main de l'armée allemande sur le front ouest. Il a limogé von Rundstedt, qui avait suggéré de faire la paix, et l'a remplacé par von Klug, plus docile. Rommel, accablé par le jusqu'au-boutisme du Führer, lui, sait qu'il ne reste au mieux qu'à retarder le désastre. Eisenhower, de son côté, est aussi inquiet. Certes, les Américains ont conquis Cherbourg, mais Montgomery n'a toujours pas pris Caen, à partir de laquelle il devait percer les lignes allemandes. Installée à l'intérieur des terres, la Wehrmacht a l'avantage de l'espace avec les possibilités de ravitaillement et de renfort qu'elle confère, alors que les Alliés restent toujours enfermés le long des côtes de la Manche. Dès lors, les Américains n'ont d'autre choix que de tenter de percer le front ennemi dans le Cotentin. Pas facile à faire dans une région de bocage où les haies avantagent la défense. Voir sans être vu. Un atout pour l'ennemi dans cette bataille à laquelle les boys ne sont pas préparés. Dans ce labyrinthe en damier, quelques combattants résolus peuvent arrêter un bataillon. Et quand ils doivent céder un de ces champs carrés, suffit qu'ils reviennent ensuite par les côtés. Les chars américains, obligés d'emprunter les routes et les chemins, sont alors des cibles faciles. Ils le sont encore quand ils doivent franchir les levées de terre à la base des haies et qu'ils offrent aux ennemis leur ventre dépourvu de blindage.
bilan de ces pièges. Des milliers de GIs tués et une percée ratée dans ce maudit bocage. A goddamn country. Une saleté de pays. Cette fois, les Anglais, devant les difficultés des Américains, se doivent d'en finir rapidement avec Caen. Montgomery décide enfin d'employer les grands moyens. Il a demandé le renfort de l'aviation. Plus de 2500 tonnes de bombes sont déversées sur la ville. Certains avancent, d'autres partent. À quoi bon se regarder? C'est comme ça. Après 2 jours de combats acharnés, 115 000 Anglais pénètrent à l'est de la ville, aux 3/4 détruite. Le 13 juillet, Montgomery arrive à son tour. Il lui aura fallu plus d'1 mois pour s'emparer d'une partie de Caen qu'il espérait prendre dès le premier jour, et d'où devait partir la percée des Alliés. Décidément, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Les habitants ont beau hisser le drapeau à croix de Lorraine, seule une partie de la ville est prise. Ce qui n'empêche pas la propagande anglaise de faire croire qu'entre habitants de la ville au sans clocher et soldats britanniques, on trinque. Au revoir et merci encore. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Pareil bombardement et leurs 2000 morts. Alors même que les défenses allemandes étaient situées hors de la ville, était-il nécessaire ? Le débat encore aujourd'hui reste ouvert. Chacun réagit comme il peut. Qui étais-tu, toi, l'Allemand, jouant au même moment de l'orgue dans cette église normande en ruine? Un fou? Un salaud de Boche? Un Allemand mélomane? Ou un simple soldat perdu d'Hitler, désormais dépassé par le délire de son chef, et qui essaie d'oublier cette atmosphère de fin du monde?